Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez bien compris que les interventions précédentes ont bien montré un peu comment on peut circonscrire ce qu'est l'effet placebo, le différencier du placebo. Mais il traîne toujours un peu l'idée qu'il y a des vrais traitements. C'est pour ça qu'on essaye un placebo, c'est pour justement montrer le vrai de la pharmacologie et que le reste, ça serait peut-être un bruit de fond, peut-être on a parlé de magie. Et moi, mon objectif, c'est de vous montrer qu'on peut optimiser l'effet placebo par une approche centrée patient et on pourrait dire aussi qu'on peut aussi faire attention aux effets nocebo par une non-approche centrée patient. Alors, l'effet placebo, je vais résumer ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est un effet clinique ou indésirable quand c'est nocebo est lié à une procédure de soins. Jusque-là, on est tout à fait d'accord. Finalement, ça obéit à des phénomènes psychologiques, ça a été dit, mais aussi socioculturels. On n'a pas forcément la même façon de se soigner quand on est en Afrique, en Europe ou en Asie. Et puis finalement, les neurosciences commencent à nous montrer de manière assez significative que, on commence à comprendre les phénomènes neurobiologiques que traduisent un peu ces phénomènes psychologiques. Donc, comme on le disait hier dans la plénière, il n'y a pas de dualisme, c'est une totalité, c'est une globalité qui fait que, à partir de ces phénomènes-là, notre corps secrète des neurohormones, voilà, ça a été expliqué. Donc ça, on peut être d'accord là-dessus, et que l'idée, c'est de réconcilier, Rémi l'a très bien dit, la complémentarité entre une médecine scientifique et une médecine qui, finalement, redécouvre ce qu'est l'humanité. Est-ce qu'à travers le long chemin de l'humanité, on n'a pas attendu la médecine pour se soigner du temps des hommes préhistoriques? Et je pense qu'on se soignait dans le sens que l'a dit Jérémie, dans le sens de se soulager de tous les maux rencontrés dans l'histoire de l'humanité. Donc on a des capacités d'auto-soin et d'autocontrôle qu'il faut valoriser dans une approche centrée. Tout le monde a bien dit aussi le rôle des attentes, ces croyances qu'on a dans un état à venir qu'on espère satisfaisant. Donc l'espérance, l'espoir, tout ça, ça contribue à... Mais c'est aussi en lien avec une expérience vécue. Une expérience vécue dans le présent. Quand on est stressé, c'est vrai que là, le circuit de la récompense n'est pas très bien... on n'a pas tout à fait une récompense. Il y a aussi l'expérience vécue historique. L'histoire, comment, moi, en tant que petit enfant, j'ai été soigné par mes parents. Comment ils ont pris de soin, comment ils m'ont fait des câlins, des bisous ou pas. Est-ce que ça me soignait, est-ce que ça m'aidait? Tout ça, ça intervient bien sûr dans la façon dont on est soigné en tant qu'adulte. C'est un processus de communication interpersonnelle. Il y a un conditionnement opérant qu'a bien montré Rémi aussi. Le rôle de la suggestion qui fait et qui soit alimenté dans une histoire familiale. Et puis bien sûr, Jérémie l'a bien dit, aussi une dimension éthique. Important pour échapper un peu à tout ce qui fait que, à travers ce processus-là, on utilise l'idée un peu de la magie ou du charlatanisme. Pas que l'idée d'ailleurs. Alors l'approche centrée patient, je l'ai résumé un peu dans ce schéma. Moi, je reprends le modèle de Moira Stewart, les Canadiens, qui me semble très, très parlant, parce que c'est à la fois une démarche clinique dans laquelle on peut se sentir bien, et puis aussi un système thérapeutique, c'est-à-dire que toutes ces 4 composantes sont en interaction et elles contribuent à être thérapeutiques. On prend la perspective du patient. Alors c'est une rencontre entre 2 expertises. Et l'intérêt d'utiliser le mot expert, c'est que le patient, lui, son expertise, c'est sur sa propre expérience vécue. Le vrai du patient, la perspective vraie, qui est l'expérience vécue. Il n'y a que lui qui peut la décrire. Ce n'est pas la médecine qui va décrire son expérience vécue. Il a ses représentations, ses croyances, ses idées sur son problème.
Et puis il a ses attentes, on a vu le rôle des attentes, donc il faut en tenir compte. Et puis ce qui est important pour lui, ce qui a du sens, ses valeurs, tous ces éléments-là, on a vu aussi que l'effet placebo intervient dans ce processus de on agit où on est en fonction du sens qu'on a dans sa vie. Et puis être soi, c'est son état d'esprit, sa personnalité, tout l'aspect psychologique des choses. Donc ça, il n'y a que lui qui peut le dire, c'est son expertise. L'expertise du médecin, eh bien sûr, il y a son raisonnement clinique. Et le médecin est un humain, il a une résonance aussi affective face à son patient, émotionnel, mais il réfléchit en tant que professionnel pour se dire attention à ma propre résonance, et il doit être réaliste parce qu'il a une gestion du temps qui est précieux pour lui. Tout ça, la rencontre de cette expertise, c'est l'approche globale, biopsychosociale, pour s'attaquer à une situation problème-maladie, pour essayer de la résoudre, en tout cas dans une décision médicale partagée. L'objectif est de trouver un terrain d'entente, une compréhension commune, dans une relation, et Jérémy l'a bien dit, si possible, empathique. Voilà, cette communication. Donc ça résume un peu l'approche santé. Comment ça peut se faire en pratique? Je vous propose une situation clinique de M. Pébeau. C'est un commercial dans le carrelage de luxe, il est marié, pas trop de problèmes avec son épouse, il est père de 2 enfants, donc tout va bien. Il n'a pas d'antécédents particuliers, il a eu une appendicite il y a 8 ans, il avait 8 ans, et une rhinite allergique, il voit son médecin traitant 1 fois par an. Il ne fume pas, il boit occasionnellement de l'alcool, bouge peu, en dehors de son travail, il a un surpoids. Voilà ce que vous savez de ce patient. Puis il vient vous voir, il se plaint d'un mal de gorge, il a un peu de fièvre, il a des courbatures, un peu de céphalée, quoi. Il n'est pas bien. C'est un patient qui a donc voulu, à l'examen, vous trouvez une pharyngite, il y a quelques ganglions, et vous êtes soulagé parce qu'il a un TDR qui est négatif, mais ça vous soulage vous, mais lui, il a mal à la gorge. Et puis il vous dit, il faut me donner quelque chose de fort, des antibiotiques, car il n'y a que ça qui me guérit, et je ne peux pas m'arrêter. Tout de suite, la résonance affective du médecin commence à être un peu perturbée. Oh là là, ça va être plus compliqué. Là, il avait passé 5 minutes, c'est bien, la salle d'attente est remplie, je vais pouvoir gagner du temps. Eh bien non, il va falloir discuter des antibiotiques. Alors, l'objectif de la consultation, c'est de se dire, bon, je suis un peu énervé, mais il va falloir que je sois un peu plus empathique, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de ces antibiotiques, qu'est-ce qui vous fait croire, donc vous commencez la consultation, qu'est-ce qui vous fait croire que les antibiotiques sont utiles dans votre situation actuellement. Donc on ouvre un peu les questions, et puis on écoute un peu, qu'est-ce qui... Ah bah oui, pour moi, les antibiotiques, c'est vachement important, parce que quand j'avais 8 ans, mon père m'a dit... t'as fait une pneumonie, et puis le médecin, il avait dit, si tu avais eu des antibiotiques, tu aurais guéri. Voilà. Donc, pour moi, c'est une évidence. Donc là, par ce travail d'écoute, on commence à comprendre un peu le contexte de ses croyances. Et en même temps, voilà, ça bouge un peu sur le plan émotionnel, parce que ça lui fait peut-être revivre un peu des choses que, pas forcément très, très, très agréables. Donc voilà, cette écoute active permet déjà de comprendre un peu sa perspective. Et puis on peut lui dire, mais vous savez, à partir de mon examen clinique, eh bien, rassurez-vous, il n'y a pas nécessité d'antibiotiques. Ah oui, mais bon, moi j'ai besoin de mes antibiotiques parce que je sais, c'est mon expertise. Enfin, il ne dit pas forcément comme ça, mais j'en ai vraiment besoin. Et donc, votre objectif, ça va être un peu de lui poser la question, mais qu'est-ce que vous savez, vous, des antibiotiques? Est-ce que vous connaissez? Non, je ne sais pas trop, je sais que ça me fait du bien. Donc, on peut avoir un travail d'explication sur bactéries, virus, enfin voilà, ce que vous pouvez dire dans ce type de consultation, après ce travail d'écoute, et que lui a pu exprimer, et puis de dire aussi de manière empathique, j'ai compris. C'est important pour moi que vous m'ayez dit
je comprends mieux à travers votre histoire personnelle que vous avez besoin en effet d'antibiotiques, enfin que vous pensez avoir besoin d'antibiotiques. Donc l'empathie à ce moment-là marche et libère un peu sur le plan émotionnel le patient qui va pouvoir être accessible à la rationalité scientifique d'une explication sur les antibiotiques qui ne marchent pas sur l'infection virale qu'est la rhinopharyngite. Avec un petit message sur, vous savez, même si on l'utilise, l'antibiotique, il y a des risques de résistance, donc un petit message un peu écologique qui marche bien quand même actuellement, et puis de lui dire, vous savez, c'est possible que l'antibiotique il ait marché, mais parce que vous y croyez et que c'est important pour vous. De même qu'il y a des gens qui aiment bien l'homéopathie, les pharyngites, ça les guérit bien. Ah bah oui, docteur, c'est bien, oui, parce que ma femme, elle croit à l'homéopathie, elle me fourre toujours ces gélules, mais pour moi, ça ne marche pas. Vous voyez, vous avez... Voilà. Donc on peut faire parler de cette perspective-là pour mieux comprendre et après mieux faire passer le discours, réconcilier le discours scientifique avec le discours du patient. Donc on fait vivre une expérience à travers une consultation où on se mobilise et puis on comprend l'état d'esprit du patient, ses motivations. Pourquoi finalement c'est important que vous ayez ces antibiotiques? Oui, parce que moi demain j'ai un congrès et puis il faut que je sois en forme pour y participer. Donc voilà, donc la motivation elle est là. C'est aussi comprendre comment chacun des patients fonctionne. Est-ce qu'il est capable de s'auto-contrôler, d'avoir des capacités d'adaptation, hein, c'est toutes les stratégies coping. Quelles stratégies ils adoptent, chaque patient adopte face à un problème de santé? Est-ce le sentiment d'efficacité personnelle, c'est aussi important de le connaître? Quelles sont les capacités que le patient peut mettre en œuvre? Est-ce qu'il se sent capable d'eux? Tous ces éléments-là, l'état d'esprit du patient, il faut essayer de le connaître. Pour ce patient-là, ce n'était pas très difficile. C'est quelqu'un très volontaire qui donc accepte un certain nombre de recommandations, de conseils. Et tout ça dans une relation thérapeutique chaleureuse où on peut bien sûr permettre un climat de compréhension empathique, réciproque. Et puis l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir une alliance thérapeutique et non pas d'être dans le conflit, comme on disait tout à l'heure, de guerre inutile pour trouver un terrain commun d'entente et essayer d'avoir une décision médicale partagée. Et puis alors, à partir de ça, le dernier élément, c'est de proposer une action concrète. Mais écoutez, si vous en êtes d'accord, moi, ce que je vous propose, c'est bon, je vais vous les marquer, les antibiotiques sur l'ordonnance, mais vous ne les prenez pas avant 5 ou 6 jours. Et puis vous allez constater que, bon, vous allez avoir mal, aujourd'hui ça ne va pas être merveilleux, demain peut-être un petit peu mieux, vous allez voir que ça va marcher. Je vais vous donner quelque chose, bien sûr, pour les douleurs, parce que vous avez mal et il faut vous soulager. Et puis vous allez constater que ça va aller de mieux en mieux, petit à petit, peut-être pas en 3, hein, une rhinopharyngite, ça guérit entre 3 et 7 jours. Eh bien, essayez, on essaye comme ça, et puis si par contre, bien sûr, si vous avez 40 dans 2 jours, ou si ça s'aggrave, n'hésitez pas, vous m'appelez, et puis on revoit la situation. Et puis vous ne les prenez pas, de toute façon, les antibiotiques, avant 6-7 jours, une semaine, le temps de l'évolution, d'utiliser vos propres capacités, vous êtes capable, vous êtes votre propre docteur, hein, Dr. You. Donc, comment on peut potentialiser un peu l'effet que le fait que le médecin sache, c'est un discours important, parce que lui, il a la moyenne de comment guérir une rhinopharyngite, il a ça dans la tête. Et si ce conseil, cette suggestion qui tombe un peu de la science, du haut, du médecin, rencontre un apprentissage expérientiel qui vient du patient et qui a concordance entre ces deux expériences-là, eh bien, ça a une efficacité thérapeutique énorme. La dimension éthique, on l'a dit, je vais aller très vite. Tout ça, ça s'inscrit bien sûr dans le respect de la personne, de ses propres perspectives,
Ça obéit au principe de bienfaisance et de non-malfaisance. Il faut donner ça n'empêche pas de donner les données actuelles de la science, et ça respecte bien sûr le principe d'autonomie, d'autodétermination du patient. Donc on reste dans un cadre éthique tout à fait favorable. Donc mon idée, c'est pas que mon idée d'ailleurs, c'est de considérer l'effet placebo comme un traitement à part entière, et par cette démarche clinique, de montrer qu'on peut l'optimiser. Il faut l'expliquer, la réalité de l'effet placebo, que ça a une logique qu'on comprend mieux, de mieux en mieux. On pourrait utiliser aussi ça pour l'effet nocebo. Hein, on pourrait utiliser une autre situation clinique qui fait intervenir aussi l'effet nocebo. Cette approche centrée a une fonction apaisante et cicatrisante du soin qui donne espoir. Alors, je vais donner un mot. Jérémy, il sait parler français tout le temps, et bien français. Hein, et puis, moi, je vais réintroduire un mot parce que les Anglais utilisent le terme healing. Do you agree? Voilà, healing. Et que voilà, les Anglais ont un mot spécifique, et nous, c'est un peu le mot justement guérisseur. Donc, l'objectif, c'est pas de dire on va d'être des guérisseurs, mais d'utiliser cette fonction soignante qu'on a un peu trop oubliée, c'est-à-dire de soulager et de prendre soin des patients, avec donner de l'espoir quand, dans une situation clinique, bien sûr, on peut donner l'espoir, comme dans la rhinopharyngite. Et bien sûr, ça rentre dans un processus délibératif de décision médicale partagée. Merci de votre attention.